l'objectif dans cet atelier, ici, c'est de regarder un peu plus ensemble ce qu'on peut appeler les scénarios de sortie de crise, s'il y en a une, ou les scénarios de remplacement face à la crise écologique que l'on vit actuellement. Alors, ça se base sur quoi, cette chose-là? C'est un peu la constatation que l'on faisait ce matin, c'est-à-dire, au départ, l'incompatibilité entre les systèmes actuels et la préservation de la nature. C'est-à-dire que l'essence même du système, du capitalisme, qui est la recherche du profit maximum, fait en sorte que tout est subordonné, autant les considérations sociales que les considérations écologiques, à l'atteinte du profit maximum. Et cela se traduit par la domination de ce qu'on peut appeler la valeur d'échange sur la valeur d'usage. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on regarde n'importe quelle marchandise, on peut dire qu'elle se partage en deux aspects. Une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que cette marchandise ou qu'est-ce que ce service nous amène directement, quelle est sa propriété, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce que l'on fait avec. Et il y a sa valeur d'échange, c'est sa valeur sur le marché quand on la vend. Alors, sous le capitalisme, ce qui domine, c'est la valeur d'échange sur la valeur d'usage. En d'autres termes, pour une entreprise, une corporation, un capitalisme, que ce soit la vente de motocyclettes, de bicyclettes, d'autos, d'armes nucléaires, de pesticides, en autant que l'on atteint l'objectif qui est celui du profit et l'augmentation du profit, la valeur d'usage, l'utilité de la marchandise est secondaire. Le capitalisme fonctionne surtout sur la base d'une équivalence sur le marché, une équivalence monétaire sur le marché. Et cela veut dire que depuis 2 siècles, 3 siècles, on voit que graduellement, tous les espaces sociaux et tous les espaces naturels sont soumis à cette logique du marché-là. Si l'on peut marchandiser, transformer en marchandise l'eau, on le fait. Si on peut transformer en marchandise l'air pur, on le fait. Aujourd'hui, on en parlera tantôt, vous entendez tous parler de la bourse du carbone. La bourse du carbone, c'est quoi? C'est la tentative de transformer l'émission de gaz carbonique en une marchandise que l'on peut acheter et vendre éventuellement sur une bourse du carbone. Alors ça saisit un peu cette dynamique-là du système qui est de transformer tout en marchandise et tout donc en choses qui peuvent être échangées sur le marché pour donner un profit et constamment à la quête du profit maximum. Et ce qui arrive, c'est qu'on est rendu presque aux limites de l'extension des grandes forces productives de la société actuelle. On sait par exemple que l'atmosphère est polluée et en danger énorme. Je pense que le rapport du GIEC exige un effort énorme au courant des 20-30 années prochaines pour peut-être pouvoir limiter entre 2 à 4 degrés le chose-là liée à la chaleur ou l'augmentation de la chaleur sur la Terre, et que ce soit 2 ou 4 degrés, l'impact sur la fonte des glaces, surtout en Arctique et l'Antarctique, peut être massif et donc créer d'incroyables bouleversements sociaux et, dans le monde. Donc on peut voir, ne serait-ce qu'en prenant cet exemple-là, on peut prendre aussi l'exemple des océans, où le taux d'acidification dans les océans a atteint un taux critique, où la chasse des espèces marines a atteint une limite qui a été presque dépassée. Il y a plusieurs espèces qui sont en voie de disparition. Et un petit détail, j'ai vu un documentaire il y a quelques mois qui parlait de l'incroyable pollution des océans et qui partait d'un exemple. L'amoncellement de déchets en plastique dans l'océan. Vous savez que le plastique n'est pas biodégradable. Donc, ils estiment qu'il y a 16 000 morceaux de plastique par kilomètre carré d'océan. Et comme les océans fonctionnent dans une sorte d'immense tourbillon qui concentre une bonne partie des déchets au milieu de l'Atlantique, il paraît qu'à quelques mètres sous l'eau, il y a presque un sous-continent de déchets de plastique énorme qui flotte au milieu de l'océan Atlantique. Et dans ce documentaire-là, je pense que c'était des gens de Greenpeace qui avaient été sur cette chose-là, puis à quelques mètres de profondeur, ils pouvaient pêcher littéralement des dizaines et des centaines de morceaux de plastique qui étaient là depuis 20, 30, 40, 50 années. Donc, pour vous donner un petit exemple graphique
de l'état de pollution de la Terre et de la biosphère. Donc, que faire par rapport à ça? Certains auteurs pensent qu'on est rendu à la limite du système et donc que l'on ne peut plus continuer, comme on a fait jusqu'à maintenant durant les 2 siècles d'industrialisation, et que l'on s'oriente vers une certaine sortie du système actuel. Et il y a grosso modo 3 scénarios qui sont mis de l'avant par diverses personnes. Il y a le scénario qu'on peut appeler le capitalisme de désastre, dont parle l'auteur Naomi Klein, j'en parlerai dans une minute, le capitalisme vert, si vous voulez la social-démocratie verte, et le 3e scénario dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui, un peu plus en détail, c'est l'écosocialisme, ou la tentative de combiner l'écologie et l'équité sociale dans un nouveau type de système. Alors on va passer un peu de temps à regarder chacun des 3 scénarios, et après je m'arrêterai, puis on passera à la discussion avec vous. Alors, sur quoi se base Naomi Klein quand elle parle du capitalisme de désastre? Elle parle du fait que si la tendance qu'avait enclenchée le gouvernement Bush et la plupart des gouvernements ultra-néolibéraux au courant des dernières années continuait sans arrêt, on arriverait à une situation dans le monde où il y aurait une multiplication de grandes crises écologiques avec des inondations, des pluies, fonte des glaces, etc., qui ferait en sorte que la sécurité deviendrait quelque chose d'extrêmement rare, et donc les classes aisées dans le monde pourraient se créer des oasis de sécurité, des oasis de confort qui surnageraient sur ce qu'elle appelle un océan d'exclus qui, eux, vivraient un état d'abandon, de guerre civile, de pauvreté, de misère. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui voient ça arriver dans 40 ou 50 ans. C'est une sorte de scénario apocalyptique, une sorte d'apartheid qui serait instauré à l'échelle mondiale, où l'accaparement des ressources serait le privilège des classes aisées. Et elle prend un exemple. Elle prend l'exemple actuel de Bagdad. À Bagdad, avec la pénétration des troupes américaines, ils ont divisé la ville en 2 grands secteurs, ce qu'ils appellent le secteur vert, qui est le secteur protégé, puis le secteur rouge, où tous les autres habitent. Le secteur vert, c'est là où il y a l'ambassade américaine, les ambassades étrangères, les ministères importants du gouvernement irakien. C'est surprotégé, c'est organisé, tout est là pour répondre aux besoins de ceux qui habitent là, tandis qu'en dehors de ce secteur surprotégé-là, ce qu'ils appellent les zones rouges, bon, c'est les attaques, c'est les bombes, c'est les différents groupes de guérillas qui se battent, qui se combattent l'un l'autre, etc. Et elle part de cet exemple-là en disant, voilà comment un capitalisme arrivé à une étape apocalyptique pourrait gérer le problème de la crise. Le 2e scénario, qui est le scénario que l'on voit ébaucher entre autres avec Obama aux États-Unis, mais pas uniquement avec lui, ça serait une sorte de réformisme vert. Les Américains appellent ça du greenwashing, ce qu'on appelait souvent le capitalisme vert. Et il y a 2 grands mécanismes sur lesquels on se concentre en voyant ce développement-là. C'est bien sûr l'investissement dans les énergies renouvelables, mais surtout ce qu'on appelle la bourse de carbone. Et je voudrais m'arrêter une minute à cette question-là, parce que la bourse de carbone est mise de l'avant par le NPD. Vous savez que la bourse de carbone est appuyée par le Parti libéral du Québec. Et une bonne partie des groupes écologistes, entre autres Québec, Kyoto, Équiterre, appuient la bourse du carbone. Alors, c'est quoi la bourse du carbone et comment cela fonctionne? Essentiellement, on alloue des quotas ou des crédits aux grandes industries émettrices de gaz polluants. Et ces crédits-là, ou ces quotas, peuvent être échangés dans une bourse, c'est-à-dire vendus, échangés à d'autres qui en auraient besoin ou qui n'en auraient pas assez. Le problème qui est soulevé, c'est un système qu'on a commencé à mettre en application en Europe. Le problème qui se pose est à 2 niveaux. Au niveau de l'allocation des quotas au départ. Qu'est-ce qui permet d'allouer X millions de dollars à telle industrie, à telle usine, à telle compagnie en fonction de quoi? Et c'est là où, au départ, il y a énormément, bien sûr, de lobbying, de favoritisme qui se font. Un des chiffres que j'ai vu, c'est que pour mettre en place ce système-là, en Europe, la Communauté européenne avait alloué 480 millions d'euros, donc pas loin de 600-650 millions de dollars, au départ,
comme divers types de crédits alloués à diverses industries, hein, supposément pour les stimuler à commencer à réduire leurs émissions de gaz. Alors, premièrement, sur quelle base on alloue ces crédits-là? Pourquoi on les alloue à telle ou telle industrie? Et quelle est la réalité de leur réduction d'émissions, hein, de gaz de serre pour, soi-disant, justifier ces allocations-là? La deuxième chose, c'est que l'on permet à ce que ces crédits-là soient échangés, vendus, hein, sur une bourse. Et ce qui fait que, principalement, ce qui arrive, c'est que l'échange se fait beaucoup avec des pays du tiers-monde. On développe, supposément, des industries ou la reforestation dans certains pays du tiers-monde, et les compagnies qui font ça reçoivent certains crédits qu'ils peuvent ensuite monnayer sur la bourse de carbone. Alors donc, vous avez deux mécanismes dangereux qui se développent. Un, la possibilité d'une spéculation boursière effrénée sur le carbone. Et deuxièmement, le fait qu'au lieu de réduire les émissions de carbone dans les pays principaux, hein, producteurs de gaz de serre, au contraire, c'est fait dans les pays du tiers-monde et les industries pollueurs continuent à polluer comme avant. Certains Américains ont estimé, des économistes américains ont estimé, que la nouvelle grande bulle spéculative qui pourrait se développer aux États-Unis serait la bulle sur le carbone. Et ils estiment qu'une fois que ce système est implémenté aux États-Unis, cette bulle-là pourrait rapidement monter, c'est-à-dire la valeur totale de ce marché du carbone pourrait monter entre 3 000 milliards et 12 000 milliards de dollars. Un des groupes qui a travaillé sur la formulation de cette loi-là aux États-Unis, c'est Goldman Sachs, la fameuse banque d'investissement à Wall Street, qui s'était mise sous la protection du gouvernement américain il y a à peu près un an, qui avait reçu à peu près 12 milliards de dollars pour solidifier leur bilan, qui avait aussi bénéficié de toutes les mesures d'aide que le gouvernement américain va allouer à AIG, la grande compagnie d'assurance, qui avait assuré beaucoup des investissements autour de Goldman Sachs. Et un an après, Goldman Sachs maintenant rembourse au gouvernement américain ces 12 milliards-là. Et la raison principale, ils le disent publiquement, c'est qu'ils ont engrangé quelque chose comme 30 à 40 milliards de profits en un an, puis veulent distribuer 16 milliards de profits en bonus à leurs dirigeants. Alors ça, c'est Goldman Sachs, une des banques les plus importantes au monde, sinon la plus importante au monde. Pour m'amuser, j'ai été voir, parce qu'il y a une bourse du carbone à Chicago. Je dis, je vais voir, j'ai été sur Internet pour voir un peu c'est quoi cette bourse de carbone-là. Et comme par hasard, les compagnies les plus actives sur la bourse de carbone de Chicago, qui est loin d'être encore lancée totalement, c'est Shell, Esso, toutes les compagnies pétrolières, Union Carbide, tout ce que vous voulez comme compagnie pétrolière, qui commencent déjà très tôt à amasser ou tenter d'amasser des crédits pour pouvoir spéculer sur ces crédits plus tard. Donc, ce que l'on fait là, avec la bourse du carbone, c'est créer une autre source de spéculation massive dans l'économie. Peut-être la prochaine bulle, certains disent, vous savez, on a eu la bulle technologique qui a éclaté dans les années 2000, la bulle des subprimes, des hypothèques qui a éclaté en 2007 et 2008, la prochaine bulle pourrait être celle-là. Et donc, en termes de mécanisme de contrôle ou de tentative de réduire les dégâts sur la planète, la bourse du carbone est un moyen extrêmement dangereux qui peut, au contraire, aggraver les problèmes sans réduire aucun des effets nocifs. Donc, si on regarde certains des éléments que cette tentative-là de rendre le capitalisme plus vert, et la taxe sur le carbone n'en est qu'une, on peut douter de la possibilité, de l'efficacité de ces moyens-là et de l'impact réel que cela pourra avoir sur la réduction des effets du gaz à effet de serre. J'ai lu récemment un livre qui a été écrit par un bonhomme du nom de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est un écologiste français très connu. Et dans son livre, il proposait une série de mesures qui pourraient être appliquées pour tenter de contrer les changements climatiques. Et l'un d'eux
il proposait un recyclage systématique de tous les déchets industriels et de tous les déchets domestiques. Ce qui est très intéressant comme idée, mais seulement ce qu'il ne touchait pas et ce qu'il n'est pas capable de toucher, c'est comment amener les diverses industries qui produisent, qui surproduisent aujourd'hui, à investir dans des moyens de recyclage et faire en sorte que ce type de recyclage-là devient profitable dans le cadre du système actuel. Il est incapable de justifier, de quantifier cela, si ce n'est que d'appeler à certaines mesures gouvernementales qui restent très obscures sur les façons qu'il pourra implémenter, appliquer, développer ces mesures-là. Donc, à l'heure actuelle, ça reste essentiellement au niveau de vœux pieux. Alors, ce que je veux voir avec vous rapidement, ça serait la possibilité d'un troisième scénario. Et la possibilité de ce troisième scénario-là serait poursuivre dans la logique du manifeste de Québec solidaire une sortie du capitalisme, de dépasser le capitalisme pour aller vers un système autre. Et quelle pourrait être cette sortie-là? Quelle pourrait être cette tentative de dépasser le système? Il faudrait que ce soit quelque chose qui permette de combiner et l'équité sociale et les préoccupations écologiques. Et certains l'ont formulé sous le terme d'écosocialisme, donc écologie et socialisme. Certains appellent ça l'écologie rouge et le socialisme vert. C'est une tentative de reprendre cette idée-là de socialisme, qu'on entend depuis presque 2 siècles, et de l'appliquer aux conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où le capitalisme est arrivé à ses limites physiques, presque. Et ce qui est intéressant avec certains de ces auteurs-là, c'est que cette formulation-là intègre aussi l'échec historique qu'a vécu le socialisme réel, le socialisme de type soviétique. Donc, ce qu'ils avancent, c'est que dans ce type de système-là, il y aurait une forme de planification démocratique avec des formes d'autogestion. En d'autres termes, si l'on veut pouvoir passer du règne de l'auto-individuel au développement massif des transports en commun écologiques, si on veut pouvoir massivement développer les énergies renouvelables, si on veut pouvoir faire cette transition-là entre une économie basée sur les énergies fossiles à une économie basée sur d'autres formes d'énergie, et assurer en même temps l'équité sociale, pour en d'autres termes que cela ne soit pas fait au détriment des larges secteurs de la population, du peuple, et que cela ne bénéficie pas uniquement à une petite frange de privilégiés, ça prend une forme de planification, mais une planification qui est partagée par la population et qui fait en sorte que l'on élimine les distorsions, que l'on élimine l'inégalité économique existant dans le système actuel. Donc une planification où les grands moyens de production, les grands moyens d'échange deviendraient socialisés et seraient gérés démocratiquement. Et là, ils introduisent une différence entre la nationalisation et la socialisation. Ce qu'ils disent, c'est que souvent dans l'histoire du mouvement socialiste, il y a eu une confusion entre ces deux termes-là. La socialisation se réfère à la gestion démocratique et sociale par l'ensemble des producteurs des moyens de créer la richesse. La nationalisation, c'est-à-dire le contrôle par l'État, peut être une de ces formes-là, mais pas nécessairement la seule forme. Il peut y avoir aussi les gestions communales, coopératives, etc. Donc la socialisation serait la démocratisation de la gestion des grands ensembles économiques et non pas l'imposition d'une nouvelle bureaucratie qui, elle, à travers le contrôle de ces grands moyens-là, se maintiendrait en tant que classe privilégiée, comme on a pu le voir dans l'exemple de l'Union soviétique, etc. Donc, première chose qu'il soulève. La deuxième, c'est incorporer au sein de ce système-là autant des éléments de démocratie représentative, c'est-à-dire parlementaire, que des éléments de démocratie participative, c'est-à-dire la participation à la gestion au niveau des quartiers, au niveau des villes, au niveau des régions, l'autogestion dans les usines, des formes de planification démocratique et participative qui permettraient à l'ensemble de la population de déterminer les grandes orientations et non uniquement par un plan élaboré par un petit groupe d'économistes ou un petit groupe d'experts. Et la troisième perspective qu'il soulève et qui est intéressante, c'est de repenser ce que l'on veut dire par le développement économique.
là ils nous disent, souvent dans la tradition socialiste, on a eu tendance à voir le socialisme comme un développement sans arrêt de l'économie, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus le voir comme ça. C'est-à-dire il faut voir la transformation de la société, la transformation de l'économie de façon qualitative. Ce n'est pas donc un accroissement des richesses au sens brut et matériel, c'est plutôt un accroissement de la qualité, une production de qualité, une production qui vise à combler les besoins des gens, et non pas un gaspillage effréné, comme on peut le voir souvent dans la production actuelle, où, effectivement, en essayant d'influencer les consommateurs, on essaye d'augmenter la consommation de façon effrénée. Alors ça, ce sont certains des éléments qui sont mis de l'avant pour tenter de percevoir la possibilité d'une sortie du système actuel, une sortie qui serait démocratique, sociale, équitable, et qui permettrait d'aller au-delà de la domination de la rationalité du marché, au-delà de la domination de la valeur d'échange, et finalement baser la société sur la capacité de répondre aux besoins sociaux de la vaste majorité des gens. Et une des choses, je pense que beaucoup de partis de gauche essayent de faire à travers le monde, c'est tenter de reprendre cette discussion-là. Et l'on voit que cette discussion-là est de plus en plus reprise avec la crise que nous vivons à l'heure actuelle, où la légitimité du néolibéralisme, où la légitimité du capitalisme est mise en question, et dire, bon, c'est le moment de recommencer à non seulement questionner le système, mais à questionner le type de transformation que nous voulons faire. Et je pense que c'est quelque chose que l'on aurait avantage à explorer. Toutes les réponses ne sont pas là, toutes les solutions ne sont pas là, c'est évident et clair. Mais il me semble que si on ne se donne pas une vision d'une alternative possible, si on ne se donne pas une vision d'un projet social possible qui répond aux critiques que l'on peut faire au système actuel, et que l'on ne tente pas donc de reformuler un peu cette vision-là que l'on avait de la sortie du capitalisme, en tenant compte du contexte actuel, on pourrait rater un peu le bateau. Ce matin, je mentionnais rapidement le texte qui est sorti sur renouveler la social-démocratie. Ce qui m'a frappé en lisant ce texte-là, c'est que la même chose est faite dans d'autres pays. Il y a à peu près un mois, un ancien premier ministre français du nom de Rocard, qui avait été un des dirigeants du Parti socialiste à l'époque de Mitterrand, a repris du service sous Sarkozy, président de droite, qu'il a mis en charge de développer une commission qui étudierait l'application de la taxe de carbone en France. Et en même temps, ce monsieur Rocard a publié dans Le Monde, il y a à peu près un mois, un texte qui est presque mot pour mot le texte que vous venez de voir dans Le Devoir il y a 3 jours. À peu près la même chose. La social-démocratie est la seule alternative possible. Le socialisme réel a échoué, le néolibéralisme a échoué. Ce qu'il faut, c'est sortir la social-démocratie de l'ornière que l'on a connue un peu avec Blair, où ce n'était qu'une tentative de civiliser le néolibéralisme et de faire de ça une alternative réelle. Donc je pense, à la faveur de la crise actuelle, il y aura plusieurs tentatives de reformuler le capitalisme vert, l'écologie, la social-démocratie verte, et je pense qu'on ne pourra pas faire infiniment l'économie de ce type de débat-là. Et si l'on peut engager dans nos rangs une discussion intéressante sur ce qu'a été le socialisme historiquement, ses échecs, mais ce qu'il pourrait être reformulé, redéveloppé, renouvelé, je pense qu'on aurait avantage à le faire. Et on voit que cette tentative-là peut inspirer énormément de gens. On le voit dans le cas de l'Amérique latine. Le slogan de Chavez ou le slogan de Morales, quand il parle d'un socialisme du XXIe siècle, c'est un peu ça. Dire le rêve de sortir du capitalisme qui a subi d'énormes échecs, reprenons-le, mais reformulons-le de façon à ce qu'il réponde aux leçons historiques et qu'il puisse montrer la voie en avant. Et on voit, avec le développement de la lutte dans ces pays-là, que ce n'est pas une vaine tentative que de tenter de se donner une vision sociale et un projet social. Voilà, j'attends vos commentaires. Merci.